Écoutez, bonjour, merci d'être donc venu à cette conférence dédiée à l'affichage digital mobile et interactif. Je suis Denis Gomondi, je dirige le Digital Media Village, qui est un cabinet de market intelligence donc sur le digital dans l'espace physique. À mes côtés, Pascal Cube. Pascal Cube, bonjour, je me présente, donc président de la société Cube que j'ai créée en 2004 et qui est spécialisée dans tout ce qui est digital, interactif et mobile dans la communication extérieure. Tu es entre autres la personne qui a inventé le Cyclope. Le Cyclope, c'est les deux autres que vous voyez passer tout au long du salon avec des écrans sur la tête. Donc ça, c'est un concept que tu as inventé début des années 2000 En 2004, oui. D'accord. Le brevet a été déposé en 2004. C'est un concept qui est à la base de l'affichage digital et qui est devenu, avec l'évolution des technologies, et c'était la vision d'origine, un outil de convergence puisqu'on a équipé ces Cyclopes de tablettes interactives et donc qui nous permet effectivement de réaliser des opérations à la fois digitales, interactives et toujours en mobilité. En plus du Cyclope, maintenant tu as d'autres supports, hein. Tu travailles sur d'autres formats. On peut voir d'ailleurs un de tes formats sur le salon, donc c'est un side space, un grand espace, un container où tu peux créer de l'animation pour des événements. Tout à fait. Encore une fois, tous les nouveaux supports qu'on peut intégrer chez Cube ont toujours cette même respectent l'ADN de Cube, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois digitaux, interactifs et mobiles. Même un container de 10 tonnes, on l'a rendu digital, il est interactif et par définition mobile. On n'a pas que ces concepts-là, nous avons intégré un certain nombre d'outils qui nous permettent de réaliser des opérations de petits formats, mais aussi de grandes campagnes, de grands formats sur des longues périodes, sur plusieurs pays, puisque nous sommes présents aujourd'hui sur une douzaine de pays. Hop, d'accord. Bon, pour vous parler un peu de ce qu'on va faire, on va essayer de vous planter un peu le contexte donc de cet affichage mobile interactif, digital interactif. L'idée est très simple, c'est de se dire que le magasin, comme l'affichage, subit l'évolution traditionnelle des médias et des supports. Donc le support à la base, il est analogique. Analogique, il passe à numérique. Une fois qu'il est numérique, il devient connecté. Et une fois qu'il est connecté, il peut être intelligent, donc il soutient vraiment des stratégies d'intelligence. Comment est-ce qu'on va créer cette intelligence ? Eh bien, via des expériences convergentes. Et donc ça, c'est ton sujet, c'est ton concept depuis le démarrage. Je me suis amusé, moi, à dresser les 4 points clés de ce qui me paraît être une vraie expérience convergente. Tu vas me dire ce que tu en penses pour chacun des points. Je vais pas me gêner. D'abord, une infrastructure digitale. Donc, en magasin, in-store, out-store, peu importe. À l'initiative du magasin, donc ça peut être un écran d'affichage numérique, ça peut être une bande interactive, ça peut être une petite pastille NFC ou du QR code que vous pouvez flasher, ou ça peut être évidemment le mobile, le smartphone du client dans le magasin. Donc voilà, donc une infrastructure digitale. C'est un truc qui te parle, parce que toi, tu as du digital sur tous tes concepts. Hein. Surtout systématiquement, ça fait partie encore une fois de l'ADN. Donc systématiquement, le digital est un parti pris d'origine depuis 2004. D'accord. Et systématiquement, tous nos outils sont digitaux. Ce qui est intéressant, c'est que toi, le digital, tu le travailles comme un outil qui vient renforcer une interaction humaine. C'est-à-dire l'humain est au concept de tout. Hein. C'est le parti pris. Il n'y a pas mieux qu'un homme pour communiquer avec un autre homme. D'accord. La technologie, on vit une période fabuleuse actuellement. Ouais. Il se passe des choses tous les jours. On est sûr de rien, on est sûr de certaines choses aujourd'hui, ce qui sera valable demain, si quelqu'un est sûr de ça aujourd'hui, qui vient de m'en parler. Mais en l'occurrence, systématiquement, on rajoute cette notion d'humaniser la technologie, tout simplement. D'accord. Donc un concept digital, une infrastructure digitale qui vient servir un concept d'expérience ou expérientiel. On va pouvoir tester un produit, réaliser une expérience. Alors un concept expérientiel, ça peut être aussi bien les stands de maquillage dans le nouveau Sephora sur les Champs-Élysées. Ça peut être au Bodum à la Madeleine où vous pouvez tester vraiment les ustensiles Bodum sur un espace dédié, sur un plan de travail. Ça peut être plein d'expériences. Ça peut être même la Fnac qui organise ces événements. Voilà, donc c'est faire vivre le lieu, créer un environnement, une expérience pour faire du magasin notamment un territoire de vie, un territoire d'expérience. Une fois qu'on a vécu ça, c'est bien aussi de partager cette expérience. Clairement. Alors avant, c'était du bouche à oreille, on allait en parler à ses amis. Maintenant, on peut rayonner et on peut raisonner beaucoup plus largement en adressant les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelle la convergence, et aujourd'hui, ce qui n'était pas valable à l'époque où nous avons démarré, puisque ça n'existait pas, c'est qu'on a la capacité maintenant, effectivement, de raisonner sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et d'autres,
Et donc de pouvoir rebondir et de communiquer comme certains l'évoquaient avant en 360. Maintenant, on peut évoquer la 3D, c'est-à-dire qu'on part dans tous les sens, on revient à un point, on repart sur un autre, on va sur le consommateur qui revient vers nous. On peut vraiment imaginer des campagnes d'un nouveau genre, et d'ailleurs c'est passionnant. Et au travers des réseaux sociaux, créer, fidéliser, créer du contact, créer du lien. Je crois que c'est un sujet que toutes les marques ont en permanence en tête. C'est comment créer du lien, comment créer cette expérience, ce qu'on a souvent appelé aussi l'événementiel. L'événementiel devient expérientiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut créer vraiment une expérience consommateur et l'emmener très très loin et rester en contact avec lui sur toute la longueur. C'est-à-dire aussi, encore une fois, comme je vous l'expliquais, je suis moi présent surtout sur la communication extérieure, mais aujourd'hui on rebondit sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'approfondir le lien et d'aller plus loin en relation avec le consommateur. Et je dirais le quatrième pilier, c'est une dynamique commerciale, un mécanisme commercial. Donc ça va être adresser les cartes de fidélité, donner du couponing, donc faire du coupon de réduction, de l'offre spéciale, ou même tout simplement générer des bases opt-in d'email, donc récolter de l'email pour pouvoir après adresser ses prospects via une campagne d'emailing. Là encore, c'est quelque chose qui te parle, c'est ce que tu fais aussi. Hein. Clairement, c'est bon. Là, on est sur les piliers aussi du marketing. On reste sur des éléments qui sont très connus et qui existent depuis bien longtemps, sauf qu'aujourd'hui ils se sont modernisés. Aujourd'hui on peut travailler à l'aide des différents outils qui sont tous présents sur ce salon d'ailleurs, des mécaniques beaucoup plus interactives sur lesquelles on va, en fonction de la problématique et du brief client, travailler sur du gaming, c'est-à-dire faire jouer, participer le consommateur à cette fameuse expérience ou ce fameux jeu qui va lui permettre de participer et de gagner quelque chose. Ou encore une fois, la notion de notre métier, c'est aussi quand même de créer et générer du chiffre d'affaires et aussi de faire rentrer le consommateur dans le magasin. C'est le sujet de Shop Innovation aussi. C'est effectivement comment je fais rentrer le consommateur dans le magasin, et ensuite les équipes commerciales sur place vont faire ce qu'elles ont à faire, et a priori ils sont formés pour ça. Nous, notre métier en termes de communicants, c'est de trouver la façon de les interpeller, on a des outils pour ça, de les faire participer à une expérience ou de les faire participer à un jeu, et de les emmener sur le point de vente, ou en tous les cas, si on est sur le point de vente aussi, de créer l'impulsion d'achat. D'accord, pour in fine, justement, pouvoir avoir un ROI mesurable, notamment. Donc c'est le concept de ROI qu'on peut intégrer à ce niveau-là. Tout à fait, ça c'est la grande force des nouveaux outils, c'est qu'aujourd'hui on peut mesurer des campagnes qui n'étaient pas mesurables avant. En termes de communication extérieure, c'est très compliqué de mesurer les résultats. C'est souvent d'ailleurs aussi pour ça que nous avons été pénalisés en disant moi je ne sais pas définir le ROI, donc je ne sais pas justifier la dépense. Aujourd'hui, grâce à tous ces outils interactifs, on peut traquer, on peut savoir exactement à quelle heure, où, quoi, comment, qui, combien de contacts, et surtout derrière apporter de l'opt-in. C'est en complément de l'opération, on vous donne une base de données. Parce que maintenant le numérique est connecté, tu vas avoir des mesures. Donc c'est ça tout l'intérêt, et que tu vas pouvoir après mesurer un ROI. Pareil, donc 5 points qui me semblent intéressants pour une expérience convergente réussie du point de vue utilisateur. Il faut qu'elle soit évidemment personnalisée, il faut qu'on m'adresse de façon personnalisée. Il faut qu'elle m'apparaisse innovante, cette expérience. Il faut qu'elle soit valorisante. Alors valorisante, ça peut être effectivement, on va me remettre un coupon de réduction ou une promotion, mais ça peut être aussi, j'ai eu du plaisir à faire ça, c'était une expérience satisfaisante parce que c'était drôle de le faire, c'était du fun. Donc ça aussi, ça rentre dans la conception d'expérience valorisante. Inédite, c'est-à-dire que si demain je reviens dans le magasin, je voudrais bien qu'on propose une autre expérience, qu'elle soit personnalisée certes, mais qu'elle soit tous les jours un peu différente. C'est pour revivre tous les jours la même expérience, ça n'a pas d'intérêt. Donc inédite pour pouvoir créer de la récurrence notamment. Et on l'a dit, une expérience qui réussit, enfin une expérience convergente réussie, c'est une expérience qui va pouvoir résonner plus loin que le seul terrain de son expression, donc notamment le magasin, et donc pouvoir activer également via les réseaux sociaux et créer du trafic grâce à ça. Hein. Tout à fait. Alors, là, on rentre aussi dans l'évolution du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus nomade, équipé d'outils qui permettent effectivement de créer toutes ces convergences. Ce consommateur est très informé, principalement grâce à Internet. Donc, on peut plus le considérer comme on pouvait le considérer avant. On faisait du brainwashing, ça fonctionnait, on faisait de l'affichage du mass média et il suivait, je vais pas dire bêtement, mais presque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus informé, il est beaucoup plus au fait, il peut s'informer de toute façon très facilement. Il faut considérer maintenant que le consommateur est nomade, donc on peut plus imaginer que la télévision va suffire ou que le trajet de son travail à son domicile va suffire pour l'informer. On sait aussi aujourd'hui que toutes ces campagnes de communication mass média
qu'on ne va pas remplacer, mais ne sont pas suffisantes compte tenu de ce qu'on peut faire et produire à côté. Donc il faut travailler effectivement sur l'inédit, sur l'innovation, sur la valorisation du consommateur et effectivement profiter de tous ces outils fabuleux qui nous permettent de rayonner, de raisonner dans tous les univers qui s'offrent à nous. Exactement. Alors on vous a sélectionné 2 concepts convergents. Donc ça, c'est une opération qui a été montée à Dublin, si jamais ça veut bien partir. Voilà. Donc dans le flagship store de New Look à Dublin, c'est une expérience qui est un petit peu ancienne déjà, mais qui regroupe l'ensemble de ce qu'on vient de se dire. Donc un concept expérientiel, on va voir là, c'était de se prendre en photo pour l'inauguration du magasin. Comment est-ce qu'on est au courant de cet petit événement? C'est que les écrans numériques du magasin relaient l'événement. Ils activent également sur les mobiles. Vous allez voir, ils rentrent dans le magasin, ou elles rentrent dans le magasin, et sur le video wall, sur le mur d'écran, ils vont être activés, incités à aller se prendre en photo à l'intérieur du magasin. Ça ne les empêche pas de faire un petit peu de shopping. Bon, la vidéo est un tout petit peu longue, donc on va être patient, mais l'idée c'est bien ça, c'est que ça s'inscrit dans leur démarche de shopping. Elles vont après se prendre en photo. Une photo qu'elles vont pouvoir après partager via les réseaux sociaux, donc pouvoir activer plus largement. Et également une photo qui va pouvoir être reprise dans le magazine New Look qui avait été créé spécialement pour l'ouverture du magasin. Donc on voit là aussi la résonance d'une expérience magasin. On en fait une expérience qui est partagée sur les réseaux sociaux, sur un magazine papier. On va créer une expérience, un événement à l'intérieur du magasin. Alors, un petit point là qui me semble intéressant, vous voyez là, ils rentrent leur adresse email. On s'est aperçu que par expérience que c'était compliqué aujourd'hui de demander à des gens de rentrer leur adresse email sur une grande face collective, sur un grand écran. Les gens sont assez récalcitrants aujourd'hui pour le faire. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait un peu moins maintenant. Mais bon, encore une fois, c'est un concept qui est un petit peu plus âgé. Donc là, vous voyez. Aujourd'hui, il y a des solutions aujourd'hui pour trouver. Il y a des solutions, tu nous en parleras peut-être. Effectivement, on n'est plus obligé de rentrer après son numéro de son adresse email. Donc après, les photos sont affichées sur le grand écran du magasin. Donc il y a un deuxième relais qui est fait sur le magasin. L'écran va activer les gens pour qu'elles aillent se prendre en photo. Après, l'écran reprend les photos et après se prolonge l'expérience aussi sur le mobile. Alors, on va pouvoir accéder à leurs photos et les partager via Facebook, l'email, leur mobile. Et donc on retrouve effectivement le concept de résonance. Un concept qui a un peu rien à voir, j'ai envie de dire, dans son expression. C'est un espèce de couteau suisse qui a été testé par un acteur du marketing in-store en Belgique pour Coca-Cola. Et c'est un terminal qui regroupe à la fois la dimension commerciale, donc il y a du couponing, il y a l'interaction NFC, on va pouvoir créditer sa carte de fidélité de crédit pour pouvoir acheter notamment un Coca ou une pizza qu'on peut consommer avec le Coca. Donc là, on voit la démonstration. C'est aussi évidemment un concept qui vient vous activer quand vous passez sur le point de vente. Alors certes, c'est un petit écran. C'est un écran qui vous active, qui vous informe. C'est un écran tactile, donc vous pouvez aller prolonger l'expérience et aller vous informer sur les différents produits vendus. C'est aussi un écran qui a vocation à divertir. J'y crois un petit peu moins, mais voilà qui était aussi le concept. Et là également, vous pouviez après faire partager votre expérience via les réseaux sociaux, via Facebook. Et également, c'est un outil qui permet de générer de la base opt-in. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter soit du retailer, soit de la marque pour pouvoir après être activé plus tard dans un deuxième temps. Donc on retrouve dans un concept relativement simple l'ensemble des ingrédients d'une expérience convergente. Alors réussie, on verra, mais en tout cas les ingrédients sont bien là. On va passer parce que c'est un petit peu long, mais vous avez compris le concept. Alors, donc on le disait, je rebondis quand même sur ce que tu viens de présenter. Ce qu'il faut jamais oublier quand même dans toutes ces campagnes, c'est que l'aspect créatif reste primordial. C'est-à-dire que si on veut sur un concept de ce type-là faire vraiment interagir les consommateurs, il faut que la créativité soit là. C'est que il suffit pas de mettre un écran digital avec toutes ces solutions interactives pour que ça fonctionne. Si vous posez un écran comme ça et qu'il n'y a pas de contenu de qualité, ça ne fonctionnera pas. Il faut impérativement effectivement avoir une mécanique et une créativité sur le sujet qui permettent de donner vraiment envie aux consommateurs d'aller jouer.
Sinon, effectivement, il faut passer par d'autres biais et effectivement aller vers eux. C'est ce qu'on propose nous et c'est ce que je vais évoquer là tout de suite avec le deal avec CBS. C'est effectivement d'aller au travers d'une campagne de mass média traditionnelle que fait tous les jours CBS Outdoor. On a passé un deal avec eux, on a pris en main toute la partie interactive et digitale et donc d'activer un modèle de convergence. C'est une offre qui est présente maintenant dans le catalogue de CBS Outdoor. Vous allez comprendre un peu le fonctionnement. Voilà. Vas-y, je te laisse le commenter. Voilà, donc en fait, on part du grand format et du modèle CBS Outdoor, donc qui est du mass média, et on va relayer nous. Là, vous allez le voir sur les slides s'il avance. Il n'a pas l'air d'avancer. Je crois que c'est la vidéo qui est un petit peu lente à jouer, j'ai l'impression, non? Alors, je sais pas si vous avez la main. Oui, non, bon. On va la jouer comme ça, voilà. Voilà, alors on va repartir. Donc effectivement, nous rentrons en complémentarité d'une campagne mass média d'affichage traditionnel. On va intégrer donc nos dispositifs. Vous avez vu circuler, ce sont nos cyclopes avec des écrans digitaux. Donc on digitalise et on relaie cette information. Ça fait de la surpression sur des lieux ciblés. On travaille avec des outils géomarketing par ville ou par centre d'intérêt. On essaie d'accompagner d'ailleurs le parcours consommateur dans ce genre de dispositif. On est équipé d'outils interactifs, de tablettes qui vont nous permettre d'interagir alors de différentes manières et on lance d'ailleurs aujourd'hui avec notre partenaire Eureva une façon de communiquer intéressante qui dépasse maintenant le QR code puisqu'on va pouvoir faire de la reconnaissance d'image, c'est-à-dire par exemple shooter cette affiche et pouvoir être relayé directement au travers de ces différents supports, que ce soit une tablette ou un téléphone, avoir une information relayée sur Internet, avoir un catalogue, avoir un bon de réduction directement en shootant cette affiche. Et donc, comme le disait Denis tout à l'heure, on remonte ensuite sur le web. Là, c'est resté un peu planté. Et au travers, alors là, il y a différentes façons de le faire. C'est encore une fois, on reste dans la créativité. Imaginer différentes choses pour permettre de remonter du contenu sur le web, de raisonner sur le web et de repartir ensuite, éventuellement, d'ailleurs, sur les devices, enfin sur les supports téléphone ou tablette du consommateur. Donc, ce qui permet vraiment de partir, d'avoir une opération globale, complète. À la fois en mass média, en même temps tactique, avec des outils digitaux, interactifs, et toujours en mobilité pour suivre justement le parcours du consommateur. Est-ce qu'on peut imaginer un cas d'étude ou une référence que tu peux avoir, je ne sais pas, pour Coca? Comment s'imaginerait l'expérience pour Coca? Donc tu aurais la campagne d'affichage sur les panneaux CBS Outdoor. Toi après, tu viendrais avec tes cyclopes ou tes différents formats digitaux, activés en in-store, en out-store, sur les produits Coca. Ça va être quoi? Ça va être un événement? Ça va être un jeu concours? Ça va être. Je vais te parler d'un sujet qui a failli se faire et qui malheureusement ne pourra pas se faire, mais c'était une belle expérience. C'était effectivement de travailler sur les Londres 2012, où avec CBS on crée de façon très ciblée tout un parcours Paris, Lille, Londres d'affichage. Qui allait de l'affichage extérieur jusqu'à l'affichage métro, puisqu'ils ont la concession du métro de Londres. Donc on accompagnait tout le parcours avec de l'affichage et des dispositifs cyclopes et interactifs. Donc tout ce parcours, on les accompagnait. Au travers de l'affichage, on travaillait sur de l'interactivité qui permettait de gagner, de participer à un concours et de récupérer de l'opt-in et de les renvoyer ensuite à Londres ou à Paris, suivant le parcours dans quel sens ils le prenaient. De pouvoir les renvoyer après, effectivement, évidemment, sur des points de vente. Et bon, je peux en parler librement puisque cette opération ne se fera pas, mais elle était intéressante. Alors là, il y a eu des obstacles de partenariat, etc. Parce qu'entre Paris et Londres, c'était un peu compliqué à monter. Et on a eu trop d'obstacles pour le monter et pas assez de temps. Mais on accompagnait donc pour une grande marque, on l'accompagnait sur tout son parcours de sponsorship des Jeux Olympiques, mais en même temps, on redescendait jusqu'au consommateur et jusqu'à un outil d'interactivité qui permettait d'avoir un bon de réduction et de participer à un jeu tout en remontant de l'opt-in. D'une campagne mass média, on arrive à avoir une expression dans le magasin via un bon de réduction, etc. Donc, ce que j'appelle le parcours consommateur, en partant effectivement du mass média, et ce qu'on évoque là peut se faire sur d'autres types de mass média. On le fait avec Internet aussi, qui commence à être un mass média. Et en partant d'Internet, on peut descendre. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle ça le Solomo. Ce que fait Cube depuis des années, c'est le Solomo, mais à l'envers. C'est-à-dire que nous, on part du monde réel et on remonte. On a créé des passerelles pour remonter vers
vers Internet et vers le web. Voilà. Et le Solomo aujourd'hui cherche à descendre vers la rue. Ils ont compris que c'est là que ça se passait. Ils ont compris qu'effectivement le nomadisme nécessitait de ne plus communiquer sur un écran. De toute façon, aujourd'hui, on le voit bien dans les ventes. Ce qui se vend le plus, ce sont des outils mobiles, ce sont des tablettes, ce sont plus des ordinateurs fixes qui sont à la maison. Le gros avantage qu'on va avoir nous par rapport à toutes ces solutions, c'est que on est vraiment qualifié, pour pas dire ultra qualifié. C'est-à-dire que quand on rentre en contact avec une cible et quand on remonte un opt-in, on l'a vu, on l'a reconnu, on l'a qualifié. Ça, c'est la grande différence. Alors effectivement, on en fait peut-être beaucoup moins que sur Internet, mais en revanche, on est sûr du contact. Tu as déjà créé, mais ne serait-ce qu'un lien humain, une relation humaine avec Clairement. ce qui vaut déjà. Ouais. Tu parles d'interactivité, notamment de créer des passerelles vers les réseaux sociaux. Tu as deux applications pour faire ça. Donc l'application SiteTouch, ça c'est l'interactivité in situ, c'est ça? C'est pour récolter. Alors, en deux mots, SiteTouch en fait a été créé à l'époque où les tablettes n'existaient pas, puisque nous faisons ce genre d'activité depuis 2005. Donc quand on a créé le SiteTouch en 2005, il n'y avait pas de tablette. Donc on leur a donné un nom à ces solutions. On travaillait même avec des ordis réversibles. On a évolué ensuite vers les UMPC et les tablettes sont arrivées. Donc aujourd'hui, on a gardé cette notion de SiteTouch, mais en fait, c'est enfin, on travaille aussi bien Android qu'Apple ou Windows. Et on a créé pour l'armée de terre, par exemple, c'est une campagne qui a duré plus d'un an sur différents types de salons, différents types d'événements, où on intervenait pour faire du recrutement. Donc là, c'est un outil de recrutement. Sur la FDJ, je fais vite. La FDJ, c'est un outil de gaming. Donc on fait jouer les gens sur on a participé à pratiquement tous les événements sportifs de la FDJ, que ce soit Roland Garros, en passant par les Open de golf ou tous les stades de foot. Donc on les faisait parier, c'est pour Parion Web, donc c'est assez logique. On les faisait parier sur le score du match, et il y avait un tirage au sort dans la foulée pour tirer le gagnant. Mais on en profitait au passage effectivement pour récupérer les données web, les adresses email, et donc de faire de l'opt-in. Alors pour petite information, on tourne en moyenne entre 70 et 80% d'opt-in, ce qui est juste énorme. C'est-à-dire quand tu récoltes une adresse email, 70 à 90% des gens t'autorisent à ce que tu puisses leur envoyer des messages, c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, sur 100 contacts, d'abord pour jouer, effectivement, il faut donner les coordonnées, puisque c'est la condition sine qua non pour pouvoir participer au jeu. En revanche, ils n'ont pas l'obligation, et on n'est pas coché d'origine, je précise, parce que je vois effectivement que certaines solutions, c'est pré-coché. Nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas coché. Donc on les fait cocher, j'accepte le règlement du jeu, etc. Et on les fait cocher, j'accepte de recevoir les informations. Ok, une autre de tes applications, donc celle-là, elle fait le lien entre le monde physique et les réseaux sociaux, la Facebook en l'occurrence. La fameuse passerelle. Voilà, donc tu nous en parles un petit peu? Oui, alors rapidement, EasyLike est, dans ces métiers-là, on n'invente rien, on s'inspire de ce qui se passe. Nous, on a un métier, c'est la communication extérieure, donc on s'est dit comment faire pour réveiller. Alors, on le faisait déjà, mais c'était compliqué. Comment faire facilement pour relier effectivement le monde de la communication extérieure avec le monde du web et les réseaux sociaux en particulier, puisque comme vous le savez aujourd'hui, on ne parle que de Facebook et de Twitter. Après, c'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais on pourrait discuter de tout ça. Mais aujourd'hui, les annonceurs souhaitent effectivement avoir des relais et créer du like et créer du contenu sur leurs réseaux sociaux. Donc, comment faire nous pour justement, au travers d'une campagne de communication extérieure, remonter ça facilement? Vous connaissez, en tous les cas, je pense que vous êtes tous des professionnels, donc vous connaissez les méthodes de NFC, RFID, avec les bracelets pour pouvoir. Ça coûte très cher. C'est long à monter, c'est compliqué et ça coûte cher. Donc, on a trouvé une application, on a fait travailler des ingénieurs pour trouver une application qui nous permette rapidement, alors on se sert encore du QR code, mais pour remonter très facilement et rapidement, tout en gardant cet obstacle en tête, c'est la confidentialité, parce qu'on ne vous donne pas facilement l'adresse pour pouvoir vous connecter. Donc on passe par un Facebook Connect, mais on efface automatiquement les coordonnées une fois qu'on est connecté. Et rentrer sur Facebook, avec là aussi une réflexion, c'est de dire plutôt que de faire un contact, un like, pourquoi ne pas faire un contact? On rentre dans la communauté du liker, qui lui-même va activer sa communauté. Donc on n'aura pas un contact, un like, mais un contact plus X% des 250 en moyenne friends qu'on peut avoir sur nos Facebook, et les faire remonter sur la page fan. Donc cette mécanique, je vais pas la développer davantage, mais elle a été l'objet d'une longue réflexion, d'une expérience. Ça fait des années qu'on joue à ça, et aujourd'hui on a trouvé un outil qui nous permet de l'actionner facilement, rapidement et économiquement aussi. Ok, donc pour que je comprenne bien, alors on retrouve en gros là au moins 3 des 4 piliers que je décrivais pour faire une expérience convergente réussie. Donc tu vas via tes Cyclope ou SciSpace ou peu importe, créer un événement, donc faire attirer, capturer l'attention. Par définition, donc in-store à out-store.
Et après, tu vas prolonger cette expérience via les Facebook des gens qui sont venus participer, puis qui on vont va à leur remonter tour activer leur communauté. C'est bien ça. et remonter du contenu. C'est Ouais. une page fan. Je vais pas rentrer dans le débat, mais c'est pas l'objet. Mais une page fan sans contenu n'a strictement aucun intérêt. Donc il faut créer du contenu. Je parle d'un client, en l'occurrence c'est M6. M6 a vraiment de très bons scores sur sa page fan parce qu'il alimente en permanence son contenu. Donc en l'occurrence, le Easy Live que tu vois là, c'est pour, on l'a déjà fait avec eux, on le refait là prochainement sur une grande campagne. C'est qu'effectivement, nous, on remonte du contenu, on remonte de l'image, on remonte de la vidéo, on remonte des informations qui effectivement va être partagée par cette communauté. Une page fan sans contenu n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, on voit assez vite ça va mourir gentiment. Il n'y aura pas d'activité. Donc nous, l'objet, c'est aussi de fournir du contenu. Les plus belles campagnes qu'on a pu voir d'ailleurs ces dernières années de réussite de ce type-là, je pense à Deutsche Telekom avec ce fameux, c'est un fake d'ailleurs parce qu'en fait tout a été monté pour créer du contenu et remonté. Non, tu sais dans la gare. Où tu as ils se mettent tous à danser dans la gare. D'accord, un flash mob, ok. Voilà, c'est un flash mob, mais c'est un flash mob fake qui a coûté une fortune, qui a coûté grosso modo 500 000 euros. Donc en fait, ils ont créé ce flash mob qu'on pourrait penser comme une opération événementielle. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont monté un événement pour créer du contenu sur le web. Donc nous aujourd'hui, on est capable de monter au travers d'une campagne qui n'est pas fake, qui est une véritable campagne de communication extérieure, et de remonter du contenu, j'ai presque envie de dire gratos, parce que ça fait partie de la campagne. Donc là, vous dépenserez pas 500 000 pour le faire. Vous dépenserez 500 000 pour faire la campagne de communication extérieure. Mais vous aurez gratuitement, effectivement, tout le contenu qui va remonter sur le web. Ok, c'est très très clair. Alors, on va s'intéresser à quelques business cases. FDJ, tu l'as déjà un petit peu abordé. Oui, on l'a évoqué. C'est une longue campagne. Je pense qu'on est rentré assez là, dans le détail. Là, on passe, alors. Sur Orangina, là, on est vraiment sur la marque, c'est de l'activation. Là, on met tout en jeu, c'est-à-dire à la fois des outils de communication mobile, digitaux. Là, c'est le Saivan qui fait partie qui n'est pas présent sur le salon, mais qui est un véhicule digital interactif et tactile qui nous permet effectivement d'interagir et d'être connecté au web sur un véhicule grand format et un écran digital grand format. C'est une campagne d'un mois sur une dizaine de villes sur lesquelles on a activé et toujours relié aussi avec le marketing puisqu'on avait un relais systématiquement sur la grande distribution. Et là concrètement, tu te places où? À côté d'un bar, à côté d'un centre commercial? Là, on est alors soit effectivement sur un centre commercial, soit sur le centre-ville pour créer de l'animation avec tout un dispositif qui va être à la fois un dispositif d'animation, mais un dispositif de création de trafic et de résonance là aussi en communication extérieure. Et nous avions une application spécifique qui nous permettait de jouer, d'interagir et de relayer une campagne où il y avait de mémoire 10 000 euros à gagner sur l'ensemble de la campagne. Il y avait 1 000 euros de mémoire par ville. Donc là aussi, pas de la géolocalisation, mais pas loin, parce que chaque ville avait effectivement son jeu personnalisé. Sa propre déclinaison, d'accord. T'as des résultats là, 30 000 jeux interactifs sur le SciTouch, 12 000 votes, des hôtels qui ont distribué 115 000 canettes. C'était en combien de temps ça? C'est une campagne qui a duré, je te dis, qui s'étale sur un mois, sur 10 villes. Il faut savoir qu'il y a quand même une grosse logistique. Ouais. Donc à chaque fois, on passait 2 jours par ville. Donc ça veut dire 20 jours d'opération. Et pour donner une idée, c'est des bons chiffres, j'imagine, sinon tu les présenterais pas. C'est des bons chiffres, c'est des chiffres corrects, normaux, moyens. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'on peut les quantifier. Il n'y a pas beaucoup de référents puisqu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de concurrents dans cette capacité à monter des opérations de ce type. Je parle global. Puisque là on gère vraiment l'intégralité de l'opération avec une agence, en l'occurrence je la cite, c'est KR Live, avec qui nous avons monté cette opération, ce qui est quand même tout un aspect créatif quand même à intégrer dans le sujet. Et en l'occurrence, l'intérêt du sujet pour Orangina, qui a renouvelé cette opération avec le container l'année d'après, puisqu'on a fait la même tournée mais avec le container par la suite, c'est qu'effectivement ils ont considéré qu'au-delà de la communication, on va dire communication extérieure traditionnelle, c'est un roadshow, on a pu rajouter à cette campagne les chiffres que vous voyez là et quantifier donc clairement quelle a été la remontée de l'interactivité, de l'aspect digital sur cette campagne, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ouais, c'est tout l'intérêt des solutions connectées et donc mesurables maintenant. Numéricable. Numéricable, c'est une campagne Numéricable qui collait vraiment bien avec nos supports. Il lançait le Full HD, donc on a créé effectivement un contenu Full HD pour eux. On a fait une campagne là vraiment outstore, donc on était à l'extérieur des magasins, mais à proximité des magasins pour créer du trafic sur ces magasins. Ça a duré plus de 3 semaines sur Paris, région parisienne.
Et effectivement, un excellent taux de retour sur les magasins. J'ai pas mes lunettes, donc je peux pas voir les chiffres que j'ai donnés. Là, les résultats, c'était 17 000 canettes, donc je pense pas que ça soit. Oui, alors la mécanique, c'était de dire effectivement, on va booster le flux. Donc on avait des canettes qui étaient des sortes de Red Bull. Pour dire voilà, booster votre. Bon, ça c'était l'aspect goodies, mais il y avait toute une mécanique là aussi d'interaction sur le web, toujours de relais. Enfin, en permanence maintenant 2 opérations sur 3 chez nous, c'est systématiquement interactif aussi. Et est-ce que tu peux mesurer en revanche le nombre de personnes que tu fais venir dans le magasin? Est-ce que la création de trafic elle est mesurable? Alors ça, on l'a sur d'autres. Alors la difficulté pour nous aussi, c'est qu'il faut que les enseignes nous donnent les informations, ce qui n'est pas toujours évident. Mais j'ai des cas concrets. Tu peux en avançant, tu vas peut-être d'ailleurs tomber sur les bons. Ça, c'est pas forcément le bon. Calvin Klein, c'était intéressant parce qu'effectivement, on travaillait sur une marque avec un distributeur qui était Nocibé. Orange, là, on était full Orange, c'est-à-dire qu'on était à la fois sur un support Orange avec une mécanique de photo, un peu ce que tu as montré tout à l'heure, aller chercher sa photo à l'intérieur et faire participer à la campagne pleinement le consommateur, et puis venir surtout dans le magasin récupérer l'information. Et après, c'est le rôle des vendeurs d'activer la vente ou pas. Mais je pense que c'est sur Montsofleur, le groupe Montsofleur, on a fait énormément d'opérations avec eux. Là, c'est sur Happy. On l'a, Montsofleur? Ouais, c'est Happy. C'est Happy, d'accord. Sur Happy, donc groupe Montsofleur, on est devenu d'ailleurs même un outil d'ouverture de magasins. On fait partie quasiment de la franchise. On l'a fait en Italie, en Allemagne et pratiquement toutes les ouvertures en France. Là, on a beaucoup de chiffres parce que c'est vraiment on est devenu très très proche et donc on a vraiment analysé tous les chiffres avec eux. Et en l'occurrence, on a monté une mécanique qui est utilisée maintenant depuis des années avec eux, de création de trafic sur l'ouverture ou sur des grosses actions de marketing. Et on a en moyenne sur plus d'une centaine de magasins maintenant 40% de retour de trafic, 30 à 40% de retour de trafic en magasin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 personnes qu'on a touchées à l'extérieur, on en a fait revenir 40 dans le magasin. Ce qui est assez impressionnant quand on prend d'autres outils. Alors la mécanique, elle est super simple. C'est effectivement par notre outil digital d'interagir en ville à proximité du magasin. On a monté un mapping pour ce faire. Donc on informe les gens sur l'ouverture du magasin ou sur la promotion et ils ont un goodies à les récupérer tout simplement en magasin. Et pour la petite histoire, au départ le goodies c'était une rose Happy puisqu'ils avaient brandé la rose Happy. Et au départ, elle était offerte. Et le client, le président de Monceau, qui est un ami, m'a dit « Pascal, t'es gentil, mais ça me coûte une fortune en rose. On va faire autrement. La rose, on va la vendre 1 euro. » Et on a fait les mêmes scores tout en vendant le goodies 1 euro. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait systématiquement dans toutes leurs campagnes, c'est que le résultat était si fort et on a limité le coût du goodies en vendant ce goodies 1 euro. Mais les scores étaient exactement les mêmes. Donc ça veut dire que la mécanique était vraiment bonne. Elle était tout à fait adaptée à la marque Happy, la fleur Happy. Donc on fera forcément pas la même chose et la même mécanique pour d'autres produits, mais ça fait encore une fois partie de la réflexion marketing et de la créativité sur une opération de ce type. Petite question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus à même d'utiliser tes solutions le divertissement, le cinéma, je pense à ça par exemple. Alors on m'a souvent promis au départ de ne faire, alors d'abord on m'a souvent promis tout au début de faire les communions, les bar mitzvahs et les mariages. Il s'avère qu'aujourd'hui on a évolué vers autre chose. J'aime bien l'anecdote parce que ça me fait marrer maintenant. En revanche, on m'a souvent au départ dit oui non mais ça c'est un produit pour la techno. Donc on les a tous fait, Intel, Microsoft, Orange, SFR, on les a tous fait. Et puis il s'est avéré que rapidement, des gens comme Montsofleur ont été interpellés par le sujet et on a travaillé avec eux. On a travaillé avec Chris. Là, je parle pour l'univers dans lequel on est présent aujourd'hui. On a travaillé donc en fait dans tous les univers, que ce soit même le luxe. On a travaillé pour Jean-Paul Gaultier, on a fait le Festival de Cannes, on a fait le Tour de France. On a travaillé vraiment dans tous les univers. Et aujourd'hui, en fait, je vois pas. Après, c'est l'adaptation de nos supports à l'univers, mais je vois pas aujourd'hui quelle est la limite. Alors, il y a une limite, elle est économique. C'est vrai que c'est plutôt des solutions et des outils qui s'adressent à des marques plutôt top marques qui ont les moyens d'engendrer ce type d'opération en communication extérieure. Encore que, on a eu énormément d'annonceurs PME qui, pour un salon, qui pour une petite campagne géolocalisée, on avait justement trouvé chez nous la souplesse et la facilité de mise en œuvre qui finalement rentraient dans leur budget. Oui, ça me permet de rebondir avec ton concept. À la limite, la techno, c'est un outil. Et ce que tu vends, c'est du contact humain, c'est de la relation humaine, c'est ça. C'est vraiment aller au contact et créer une discussion. Après, la mécanique technologique ou technique se met en place. Mais avant tout, c'est une relation humaine. Donc, à la limite, peu importe que ce soit pour Microsoft ou pour Montsofleur, ça revient même. J'aime à dire souvent, c'est pas moi qui l'ai dit, mais science sans conscience n'est que ruine, pas de l'âme, mais de l'homme, en l'occurrence, sur ce coup-là. C'est qu'effectivement, si on n'utilise que la techno, on va être très souvent déceptif.
très souvent déceptif, même pour pas dire tout le temps déceptif. À partir du moment où on y met, et c'est valable dans tous les métiers, là on parle de la communication, mais si on regarde la finance par exemple, on a laissé la techno faire, vous connaissez le résultat. C'est un peu la même chose dans notre métier. Si on laisse faire la techno, et que la techno, on aura vraiment des déceptions. On aura systématiquement des déceptions. Et parfois même, l'annonceur dira, oui, finalement c'est pas top ton truc. Et c'est dommage parce que c'est top, mais on n'a pas mis la petite touche qui va faire que ça fonctionne. Et souvent, cette petite touche, c'est de l'humain. J'ai très souvent travaillé ou été en compétition sur des bornes, et je trouve que tout ce qui se fait ici est magnifique et génial. Mais très souvent, ces bornes-là, alors après, il y a un aspect économique. Aujourd'hui, heureusement, les bornes et les solutions sont de moins en moins chères, donc on y trouve un intérêt par rapport à, d'ailleurs, ce que tu as montré pour Coca-Cola tout à l'heure est tout à fait intéressant. Mais sur des choses très novatrices et qui sont assez chères, si on n'y rajoute pas cette petite notion d'accompagnement ou d'explication même du fonctionnement de ce que c'est qu'un QR code, de ce que c'est que la reconnaissance d'image, ça on passe à côté. Je vais prendre l'exemple de Usnap. Tant pis pour Deco, je les connais bien, c'est des copains. Ils ont lancé Usnap, c'est génial, ça a le mérite d'exister, mais en termes de résultats, c'est peanuts. Parce que personne n'a compris, ou très peu de gens ont compris. Il faut juste imaginer que le consommateur, il n'est pas comme nous. C'est pas un geek. Il n'a pas forcément d'ailleurs l'outil adapté pour pouvoir participer aux expériences qu'on leur propose. Donc il faut accompagner, il faut expliquer. J'ai fait beaucoup de campagnes QR code où sur les garçons avec les écrans, on mettait un t-shirt Flash Me. Parce que sinon, d'ailleurs on avait un QR code sur le t-shirt. Et là on a eu du résultat. Ce que fait Deco en une journée avec une centaine de faces avec Usnap, je le fais avec un garçon une journée. C'est vraiment mon propos. C'est aussi d'humaniser toutes ces nouvelles technologies qui sinon vont passer parfois même à côté. Ça va être génial, mais le client qui paye va dire ouais t'es gentil, mais les contacts, le résultat n'est pas là. Un dernier business case, Samsung. T'as des choses à dire sur ça Samsung, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer plus du storytelling. C'est-à-dire que là, il y avait toute une campagne on a fait une sorte alors avec une agence, mais était montée en parallèle pour remonter justement du contenu qui existait déjà sur le web, une sorte de série chouchouloulou liée à la marque Samsung et sponsorisée par Samsung. Donc le storytelling était vraiment très approfondi et on reproduisait ces scénettes, on les reproduisait dans la rue sur des points ciblés avec Mr Geek et Miss Geekette qui arrivaient avec un écran et avec des tablettes pour pouvoir faire là aussi créer de l'interactivité, remonter sur de l'opt-in sur un site web et aussi faire connaître cette série Samsung. Parfait. Je crois qu'on est arrivé au bout des business cases. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant, on est en petit comité, donc l'échange sera d'autant plus facile. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs des micros qui peuvent être distribués. Mais sinon, levez simplement la main, je pense que vous entendra. On va prendre les questions maintenant. S'il n'y a pas de questions, tu veux conclure sur quelque chose, Pascal, on a oublié quelque chose d'après toi ? Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, évidemment. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'après on a fait le tour. J'espère. On peut continuer effectivement la discussion sur le salon. Pascal, toi, tu as ton stand juste à côté. Stand. Et puis on se retrouve évidemment sur Internet pour ceux qui veulent. Voici nos coordonnées. Sur OHTV aussi. Alors sur Outillé, évidemment, on a effectivement un site d'information qui s'intéresse à tout ce qui est digital dans l'espace physique, donc à la fois de l'affichage numérique ou de l'affichage publicitaire extérieur. Et donc vous retrouvez tous ces enjeux, toutes ces problématiques traitées quotidiennement sur ooh-tv.fr. On a également une version .com pour les anglophones. Merci beaucoup. Oui, merci. J'espère qu'on aura été intéressant. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence. Merci. Merci beaucoup.